Dans ce tutoriel, nous allons montrer l'effet du couplage spin-spin sur l'aspect du spectre d'absorption RMN de deux protons non équivalents. Chaque proton a un spin 1,5 et interagit avec un champ magnétique local dépendant de son environnement. La direction du champ est appelée l'axe Z, c'est l'axe de quantification dans l'espace. La situation sans couplage entre les spins s'obtient en choisissant J égale à 0. Chaque spin a alors deux niveaux d'énergie possibles quand il est en interaction avec le champ. Ces états sont notés plus et moins pour représenter les nombres quantiques plus 1,5 ou moins 1,5, fixant la projection du moment cinétique de spin dans la direction du champ. L'écart entre les niveaux d'énergie est alors h bar oméga, ou simplement oméga en unité atomique, puisque h bar est alors égal à 1 et il n'apparaîtra plus dans les équations. Les boutons oméga 1 et oméga 2 vont permettre de varier l'écart d'énergie pour chacun des spins. Oméga 1 pour le premier, oméga 2 pour le second. En absence d'interaction, les états des deux spins sont bien décrits par la base produit ou base découplée. Les états possibles sont simplement les produits des états de chaque spin. On a donc 4 possibilités et les énergies de chaque état est la somme des énergies de chaque spin. Les sommes sont indiquées dans les éléments diagonaux de la matrice notée au-dessus, avec J égale à 0. Les valeurs numériques correspondant au choix de oméga 1 ou de oméga 2 sont indiquées sous la matrice ou sur le schéma de gauche. Les transitions permises correspondent au renversement de la projection du spin d'un seul proton à la fois. Pour le premier proton, on a deux possibilités. La transition plus-moins alors que le deuxième proton est dans l'état plus, ou ici la transition plus-moins quand le deuxième proton est dans l'état moins. Ces deux transitions correspondent à la même énergie oméga 1 et elles sont donc représentées par ces deux grandes flèches rouges. De même, pour le proton numéro 2, on a la transition plus-moins quand le premier est dans l'état plus et la transition plus-moins quand le premier est dans l'état moins. Ça nous donnera une bande d'absorption à la fréquence oméga 2. Donc dans le schéma du spectre, nous avons soit des flèches, soit un profil d'absorption, c'est à peu près équivalent. Oméga 2 est ici, oméga 1 est là. Et les intensités sans couplage sont identiques. Nous discuterons ce point dans un instant. Voyons maintenant ce qui se passe si l'on tient compte de la constante de couplage spin-spin. On peut varier sa valeur avec le bouton J. En absence de couplage, l'hamiltonien des deux spins dans le champ magnétique prend simplement cette allure. Il implique les opérateurs de projection sur l'axe de quantification qui correspond à la direction du champ. Ces opérateurs sont notés I1Z et I2Z. Lorsque la constante de couplage n'est plus nulle, doit s'ajouter l'opérateur qui décrit l'interaction entre les deux spins. Cet opérateur prend la forme du produit des deux opérateurs moment cinétique de spin, I1, I2. Cet opérateur produit doit être réécrit en fonction d'opérateurs qui agissent sur les états plus et moins pour pouvoir calculer leur action. Alors, dans cette réécriture, il y a d'une part les opérateurs de projection I1Z et I2Z, notés en rouge, et d'autre part les opérateurs d'échelle, qu'on peut aussi appeler les opérateurs flip-flop,
qui correspondent à faire renverser la projection de spin. I plus fait passer de l'état moins à l'état plus, alors que I moins fait passer de l'état plus à l'état moins. Lorsque J est petit devant l'écart entre les fréquences, il est possible d'utiliser la théorie des perturbations pour décrire la variation de l'allure du spectre. On parle alors de spectre au premier ordre. La correction sur l'énergie est donnée par les éléments diagonaux de l'opérateur et seule la partie en rouge, I1x fois I2x, va intervenir dans le calcul. En effet, les éléments diagonaux impliquant les opérateurs d'échelle sont nuls. Donc chaque élément diagonal va donner un résultat plus ou moins J sur 4 en unité atomique où H bar vaudra 1. Les variations sont notées dans les éléments diagonaux de la matrice et ils sont aussi repris ici sur le schéma. La conséquence de cette variation d'énergie est que, par exemple, pour la transition qui apparaissait à oméga 2, la plus petite fréquence, la transition 1,2 apparaît maintenant à une fréquence plus basse, tandis que la transition 3,4 apparaît maintenant à une fréquence plus élevée. Il apparaît donc un doublet, là où, sans le couplage spin-spin, il n'y avait qu'un domaine d'absorption à la fréquence oméga 2. La théorie des perturbations nous permet donc de prévoir que nous allons avoir les 4 transitions qui sont bien distinctes. Voici leur interprétation. Néanmoins, lorsque J augmente, la théorie des perturbations n'est plus suffisante et les états de spin doivent être décrits par les états propres de l'hamiltonien qui inclut ce terme de couplage. On voit que si J augmente, les transitions vont se séparer de plus en plus. Et nous devons donc construire la matrice de l'hamiltonien complet incluant le terme de couplage. Cette fois, les éléments qui impliquent les opérateurs d'échelle, les opérateurs flip-flop, vont coupler les termes hors diagonaux. Finalement, ce seront uniquement les états plus, moins et moins plus qui vont donner des éléments hors diagonaux non nuls et leur valeur est indiquée sur la matrice. Deux états plus ou moins restent inchangés. On voit donc que la matrice a une allure diagonale par bloc et la diagonalisation va simplement concerner le petit bloc 2,2 entre les états plus, moins et moins plus. Les valeurs propres et les vecteurs propres sont indiqués en dessous de la matrice. Voilà les nouvelles valeurs propres que l'on peut aussi voir sur le schéma. Et voilà l'expression des vecteurs propres. On voit que les états 2 et 3 sont maintenant des mélanges des états plus, moins et moins plus. Pour terminer, nous allons discuter les intensités de ces 4 transitions. Pour toute transition entre un état initial et un état final, l'intensité dépend du modulo carré de l'élément de matrice des opérateurs I1x plus I2x, autrement dit de la somme des projections dans une direction orthogonale à celle du champ. À nouveau, ces opérateurs doivent être réécrits en fonction des opérateurs d'échelle pour pouvoir calculer les éléments de matrice. Nous allons reprendre le cas J égale à 0. Je vais remettre J égale à 0, où nous avions 2 intensités identiques dans chaque doublet. Alors décortiquons le cas du premier doublet, où il y a la transition 1,2. On voit que dans ce cas, le seul opérateur qui va jouer un rôle est I2x, qui va retourner le second spin, de sorte que l'on retrouve un produit scalaire qui correspond à la normalisation, qui vaut donc 1.
Tous les autres opérateurs conduiraient à des produits scalaires qui sont nuls. Donc on obtient cette valeur, 1 quart en unité atomique, les h bar sont posés égal à 1. Si nous regardons la seconde transition du premier doublet, donc la transition 3-4, à nouveau, on voit que l'opérateur I2+, va être opérationnel pour renverser le second spin et conduire à nouveau à un produit scalaire qui vaut 1. Nous obtenons exactement le même résultat. Donc les deux transitions ont la même intensité et il va en être de même pour le second doublet. Prenons maintenant le cas où J est différent de 0. On voit que les doublets se séparent de plus en plus et les intensités deviennent nettement différentes. Alors nous pouvons regarder les expressions. Par exemple, pour le premier doublet, la transition 1-2 ou la transition 3-4 implique chaque fois un vecteur propre 2 ou 3 qui sont des combinaisons linéaires des états plus, moins et moins plus. Et on remarque sur l'expression des combinaisons linéaires que le psi 2 pourrait très bien s'écrire alpha plus moins bêta moins plus et psi 3 bêta plus bêta moins plus. Alors, si l'on regarde maintenant l'élément de matrice, j'ai écrit en rouge l'opérateur d'inversion de spin qui va agir sur le quête en rouge pour nous donner le produit scalaire plus qui vaudra 1. De même, en bleu, nous avons l'opérateur qui va agir sur le moins plus pour conduire également à un produit scalaire égal à 1. Tout calcul fait, le modulo carré de l'élément de transition prend cette expression 1 quart de 1 moins 2 fois alpha bêta. On peut faire un traitement similaire pour la transition 3-4. À nouveau, on voit l'opérateur en bleu qui agit sur le premier spin, l'opérateur en rouge qui va agir sur le deuxième spin, toujours pour donner des produits scalaires égaux à 1. Et cette fois, ce qui est remarquable, c'est que le résultat prend la forme 1 quart de 1 plus 2 alpha bêta. La dissymétrie dans les intensités est donc tout à fait manifeste. En résumé, nous avons vu que la théorie des perturbations permet de comprendre l'apparition des deux doublets avec un écart égal à J dans chacun des doublets. Au-delà du premier ordre de la théorie des perturbations, le mélange des états plus moins et moins plus induit une grande dissymétrie dans les intensités des deux doublets. Nous pouvons également utiliser ce CDF pour voir le cas limite où l'on choisirait la même fréquence pour les deux protons, ce qui veut dire le cas de deux protons équivalents qui donnera alors une seule absorption à la fréquence choisie. Je vous remercie de votre attention et à une autre fois.